Il y a 9 ans, près de Nice, 2 enfants sont tués par un chauffard. Au volant, un ambassadeur, la justice ne peut rien contre lui. Pierre Falcon, un homme d'affaires français recherché par toutes les polices pour trafic d'armes, intouchable depuis qu'il est diplomate. Merette, une jeune domestique réduite en esclavage et libérée devant les caméras. Sa patronne, diplomate, ne sera jamais poursuivie. En France, comme partout ailleurs dans le monde, les diplomates peuvent devenir hors la loi et ne jamais être jugés. Nous sommes en plein cœur de Paris, et pourtant à l'intérieur de ce bâtiment, nous ne sommes plus tout à fait en France. Derrière ces murs, l'ambassade de Suisse. Et comme dans toutes les ambassades, les diplomates sont protégés contre toute intrusion de l'État français. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la police peut venir ici? Non. La police ne peut pas rentrer sans y être autorisée ou appelée par l'ambassadeur, en principe, ou son représentant. Le territoire de l'ambassade est inviolable. C'est ça la spécificité de ce territoire. Voilà. C'est la même chose à Berne. La police suisse ne peut pas entrer dans le territoire de l'ambassade de France. Je vous précède. Allez-y. Ce n'est pas tout, les diplomates ne peuvent pas non plus être jugés, ni même interrogés sans leur consentement. Aucun de leurs biens ou comptes bancaires ne peut être saisi. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'ambassade, ils sont protégés de toute poursuite, quels que soient les délits qu'ils pourraient commettre sur le sol français. Ce principe est inscrit dans la Convention de Vienne, adoptée en 1961 par tous les pays. C'est ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Sans cette protection, les diplomates seraient à la merci des autorités du pays qui les accueille. Un régime dictatorial, par exemple, pourrait les envoyer en prison pour faire pression sur leur pays d'origine. Tout le monde comprend la nécessité de protéger les diplomates, sauf quand certains d'entre eux profitent de leur immunité pour échapper à la justice et violer la loi en toute impunité. Et ça commence par des petits abus. Quand on se promène à Paris, dans le quartier des ambassades, voilà ce qu'on peut voir. Des voitures diplomatiques, souvent garées sur des places interdites. Pour les identifier, c'est très simple, elles ont toutes une plaque verte. CD, cela veut dire corps diplomatique. CMD, chef de mission diplomatique, autrement dit ambassadeur. Visiblement, les diplomates n'ont pas peur des contraventions. Alors que se passe-t-il quand ils sont verbalisés? La préfecture de police a refusé de nous répondre. Alors nous décidons de nous rendre en caméra cachée dans le bâtiment où sont gérés tous les PV de stationnement à Paris. Le STCC, Service de traitement central des contraventions. Nous avons préparé un petit scénario pour tenter d'obtenir nos informations. Bonjour madame, je viens vous voir parce que je vais bientôt être nommé à l'ambassade de Belgique comme diplomate et j'aurais aimé, si possible, avoir quelques renseignements sur comment ça se passe pour les PV avec les voitures diplomatiques. Interloquée, la dame à l'accueil préfère appeler un responsable. Bonjour monsieur, vous êtes du service technique? C'est juste pour savoir si jamais j'ai des PV, comment ça se passe? Normalement, on ne les poursuit pas à Paris. Ils sont mis de côté tout de suite. Sur les emplacements payants, vous pouvez vous y mettre, vous n'aurez jamais de contravention. De toute façon, même si vous en mettez, ça ne sera jamais poursuivi. D'accord. Bon, ne vous mettez pas dans les couloirs bus, puisque maintenant, il y a quand même une grosse répression des couloirs bus chez nous, parce que c'est pour améliorer les conditions des usagers qui prennent le bus. Donc, moi, je dis, vous avez assez de stationnement payant à vous mettre que de vous mettre n'importe où, parce qu'on envoie des voitures diplomatiques qui stationnent n'importe comment. Alors, ils se font interpeller par les collègues et des fois, ça dégénère un petit peu. Parce que c'est pas parce que vous avez un statut diplomatique qu'il faut croire tout permis quand même. Hein?
Bien sûr. Mais les couloirs de bus, si jamais je suis pressé, je vais à un rendez-vous. Si vous prenez un couloir bus, on vous embêtera pas. Ok, bon, je vous remercie. Hein. De rien, Allez, bonne journée. Bonne journée, merci. La seule chose que la police a le droit de faire, c'est de déplacer un véhicule diplomatique quand il gêne vraiment. Nous allons faire un petit test avec la voiture d'un ambassadeur garée sur une place handicapée. Oui, bonjour madame. Je vous appelle car j'ai une voiture handicapée, j'arrive pas à me garer sur ma place à côté de chez moi parce qu'il y a une voiture dessus. Ah, on va voir ça, oui. Alors je vous donne la plaque. Allez-y. 1 CMD 1. Ah, c'est un véhicule. Ah bah, non, ne cherchez pas, je peux pas le faire enlever. C'est une voiture verte, à plaque verte, oui. Ouais, voilà, bah, c'est pas la peine, je peux pas le faire enlever, monsieur. Bah, pourquoi vous pouvez pas le faire enlever? Parce que c'est des véhicules diplomatiques, ils sont intouchables. Mais vous pouvez au moins peut-être les déplacer alors. Non plus. Mais attendez, c'est incroyable, c'est-à-dire que moi, ma place, je ne peux pas la prendre Eh ben alors. non, elle est prise par un véhicule diplomatique. Donc vous pouvez... On est tout petit à côté d'eux, hein. Des voitures intouchables, des contraventions qui finissent à la poubelle. Autant de petits privilèges que les diplomates préfèrent ne pas avouer devant notre caméra. Comme celui-ci qui a laissé sa voiture sur les Champs-Élysées le temps de faire une petite course. Pardon monsieur, excusez-moi, bonjour. On fait un reportage sur Canal+. Vous craignez pas pour votre voiture? Si. Je suis d'une ambassade, donc souvent, faut être un peu discret. Répondez-moi sincèrement, est-ce que vous payez vos PV? Si. On sait bien que les diplomates, ils n'ont pas de PV. Si. Et vous les payez? On les paye. Tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Allez, c'est pas grave, je vous en veux pas. Hein. Allez, au revoir. En politique, on ne dit pas tout. Hein. Pardon? On ne dit pas tout. Vous êtes un bon politique, alors? Allez, on ne va pas l'embêter plus longtemps. En matière d'immunité diplomatique, il y a des abus bien plus graves. « 16 novembre dernier à Paris. Dans l'indifférence quasi générale, une dizaine de personnes manifestent face à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ils sont venus soutenir 3 employés licenciés par l'ambassade il y a 3 semaines, sans motif ni indemnité. Secrétaire, traducteur, réceptionniste, tous les 3 avaient été recrutés en France. Ils auraient donc dû bénéficier du droit français. Mais l'ambassade s'en moque. Il m'a dit, si tu démissionnes, je te donne 8 000 euros. Si tu ne démissionnes pas, je te donne que dalle. Mais j'ai dit, 30 ans de boulot, tu vas me donner 8 000 euros. C'est ça votre remerciement? Après 28 ans de travail, j'ai donné mon sang, j'ai travaillé avec mes ongles, je le lui ai dit. Un syndicaliste est venu leur prêter main forte. Depuis des années, il défend les salariés maltraités dans les ambassades. L'Arabie Saoudite n'est pas un cas isolé. On a eu des exemples sur le Koweït, on a eu un exemple encore récent sur l'ambassade du Maroc. Et puis après, il y a des degrés. C'est évident, il y a des... Mais là, on est dans quel degré là, pour l'Arabie Saoudite? Ah là, on est tout au fond du fond. Ce qui veut dire que la situation est à ce point paradoxale que les salariés qui travaillent à Nuoj, à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, ont moins de droits que les salariés saoudiens en Arabie Saoudite. Il y a 3 ans, l'ambassade a déjà été condamnée au prud'homme pour une affaire similaire. Mais elle a fait jouer son immunité pour ne pas payer. Ils refusent de payer ce à quoi les tribunaux les ont condamnés. Donc, éventuellement, on fait intervenir un huissier pour saisir des comptes. Sauf que les comptes sont les comptes de l'ambassade et ils sont dans le champ de la protection diplomatique. Et pour couronner le tout, l'ambassade n'a jamais payé les cotisations sociales de ses salariés, ce qui pose maintenant un problème avec les assédiques. Sans aucune valeur. Vous allez pouvoir toucher les assédiques ou pas? Non, on n'a pas le droit. Je ne pense pas, puisque de toutes les façons, l'ambassade n'a jamais cotisé. Je suis parti à la SEDIC, il m'a dit, monsieur Abdelatif, vous n'avez pas le droit. On va essayer d'avancer vers l'ambassade. Si ça ne vous gêne pas. Les manifestants veulent maintenant rencontrer l'ambassadeur. Mais en face, ils sont bloqués par 2 policiers en civil. Nous demandons simplement le droit. Vous sollicitez un entretien avec monsieur l'ambassadeur. Tout à fait. Donc nous allons voir au niveau de l'ambassade s'ils acceptent de vous recevoir ou pas. C'est à nous de faire cette démarche-là. Entendu, c'est parfait. Hein? Et vous, pendant ce temps-là, vous restez là. D'accord, on reste là. S'il vous plaît. Quelques minutes plus tard. Oui, donc je suis désolé. Oui. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit par contre si ces gens-là ont une doléance, vous avez des voies de tribunaux qui sont en cours, il me semble. Ils m'ont dit, sans quoi vous faites un courrier et vous l'envoyez par courrier postal votre doléance. D'accord.
C'est raté pour aujourd'hui, mais les manifestants sont bien décidés à ne pas en rester là. Nous allons être là mercredi prochain, même place, même heure. À ce jour, malgré plusieurs manifestations, ils n'ont rien obtenu. Quant à nos demandes d'interview à l'ambassade, elles sont restées lettres mortes. Licenciements abusifs, cotisations sociales non payées, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car au sein des ambassades et loin des caméras, il y a d'autres victimes. Paris, 19e arrondissement, le comité contre l'esclavage moderne. Sa vice-présidente, Sylvie Audy, se bat depuis plus de 20 ans contre l'exploitation des domestiques en France. Voilà, les archives. Chaque année, l'association traite environ 300 cas. Cela peut paraître incroyable, mais une fois sur 5, l'employeur est un diplomate. Il y a 10 ans, le cas d'une jeune domestique éthiopienne alertait pour la première fois l'opinion publique. Elle était au domicile en fait, d'une diplomate, elle de haut rang libanaise. Et elle avait réussi à envoyer une lettre à un de ses oncles pour dire qu'elle ne pouvait pas sortir, qu'elle n'avait pas son passeport, qu'elle n'était pas payée, qu'elle travaillait tout le temps. Un immeuble plus... L'association décide alors de frapper un grand coup. Elle va libérer la jeune esclave devant les caméras du journal de 20 heures. Et voici Mérette, 22 ans, terrorisée par la liberté qu'elle se donne enfin. Donc là, on l'avait libérée, on l'avait sortie de là, on avait été directement à l'ambassade du Liban pour voir la diplomate. Et là, elle l'avait pris de très haut. Vous employez bien une jeune éthiopienne qui s'appelle mademoiselle Kifele. Écoutez. Cette personne s'est enfuie. Elle disait, je l'ai sortie de la misère, elle me doit tout, je l'ai traitée comme une princesse. Enfin, c'était absolument hallucinant. Pas d'horaire, pas de... La princesse travaillait 15 heures par jour, enfermée chez la diplomate. Elle a depuis refait sa vie en France. Quant à sa patronne, elle est rentrée au Liban et n'a jamais été inquiétée. 3 ans plus tard, un cas encore plus grave sort dans la presse. Lalita, une domestique indienne de 16 ans, torturée par son employeur, un diplomate indien. On n'a jamais eu un cas aussi dramatique. À côté d'elle, c'est le professeur Debré qui a fait une conférence de presse pour dire en fait qu'elle avait été victime d'actes de torture et de barbarie. Elle avait été mutilée au niveau de l'appareil urinaire et génital, avec des blessures à l'arme blanche qui n'étaient ni des suites d'avortement, ni d'excision. Lui m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et là encore, c'est la même histoire. Le diplomate est retourné en Inde et n'a jamais été jugé. C'est vraiment un des scandales. Parce que, bon, autant on peut penser que l'immunité, ça peut jouer dans un nombre de cas où des choses sont politiques, mais dans des actes qui relèvent de la vie privée, on ne voit pas pourquoi les gens sont couverts à ce point-là par une immunité. C'est proprement scandaleux. Aucun pays n'est à l'abri de ce scandale. Même la paisible Genève en Suisse cache de sordides affaires d'esclavage. C'est l'une des villes qui compte le plus de diplomates au monde. Il y en a 33 000, 5 fois plus qu'à Paris. Ici, siègent des dizaines d'institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, ou encore la plus célèbre d'entre elles, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Face au pouvoir de ces institutions, c'est dans cet immeuble modeste qu'un homme seul lutte contre l'impunité des diplomates. Il s'appelle Luis Cid. Né au Chili, il est réfugié politique en Suisse depuis 30 ans. Bonjour, madame. Il a créé le syndicat Sans Frontières, une association dont le but est de défendre les domestiques exploités par les diplomates. Dans son petit 2 pièces, toute sa famille doit se contenter d'une seule chambre. Il a transformé l'autre en bureau où il travaille avec son épouse. Leur seul revenu, la pension d'invalidité que Luis Cid perçoit depuis un accident de travail. Tout cela paraît un peu artisanal, et pourtant...
Ici, vous avez toutes les missions diplomatiques concernées. Ghana, Guatemala. En 15 ans, il a recensé des cas d'abus dans presque toutes les ambassades. Kenya, Koweït. Et en tout, alors, il y a combien de dossiers? 280 dossiers. Grâce à ces dossiers, il a obligé des dizaines de diplomates à verser des indemnités à leurs domestiques. Et il en a exaspéré plus d'un. Ramroup, j'ai reçu des menaces de mort, des menaces de tout type. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui demandent ma tête. Mais ils vous ont menacé oralement ou par écrit? Oui, oralement. Oralement? Oui. Au cours d'un rendez-vous, Ouais. comme ça, ils vous ont dit quoi exactement? Vous vous souvenez des mots qu'ils ont employés? Et l'ambassadeur m'avait dit je ferai tout mon possible pour que vous arrêtez définitivement votre boulot. Ici, il y a les archives de quelques manchettes de différents... Pour se protéger des intimidations, Louis Cid a décidé de rendre publiques toutes les affaires qu'il traite. Tout ça, c'est votre assurance vie, quoi. Exactement. Parmi les cas difficiles en ce moment, celui de Victorine. Cette jeune Nigériane de 31 ans était domestique au service d'un ambassadeur. Elle ne supportait plus ses conditions de travail, alors elle s'est enfuie il y a 2 mois. Avec l'aide de Louis Cid, elle a décidé de demander réparation. Tous les deux se rendent aujourd'hui à Berne, la capitale, pour rencontrer l'avocat de l'ambassadeur qui employait Victorine. Ça, c'est on est tout près de Berne. Ça, c'est le canton de Fribourg. C'est joli, la Suisse. Aujourd'hui, elle sourit. Avant, elle ne souriait pas. Elle était comme un petit animal blessé qui ne savait pas où se cacher. Victorine est arrivée en Suisse il y a 1 an, dans l'espoir de nourrir ses 4 enfants restés au pays. Depuis, sa vie a viré au cauchemar. C'est dans cette maison qu'elle a travaillé, le domicile privé de l'ambassadeur du Nigeria auprès des Nations Unies. J'ai passé 10 mois ici. Pour moi, c'était terrible dans cette maison. De cette période, Victorine a conservé plusieurs photos. Voilà ce que je cuisinais pour l'ambassadeur et sa femme, tous les samedis et les dimanches matins. Je faisais vraiment tout, le linge, leur passage. Victorine s'occupait aussi des enfants, entretenait le jardin, nettoyait la voiture de l'ambassadeur et fabriquait même les robes que portait son épouse. Elle travaillait sans arrêt. Je commençais à 6 h du matin jusqu'à 23 h, minuit, parfois 2 h du matin. Quand il y avait des réceptions, ça pouvait même aller jusqu'à 3 h du matin. J'étais tout le temps sollicitée. 15 à 18 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Pour 400 € par mois, 4 fois moins que le SMIC d'une domestique à Genève. Victorine devait en plus supporter les colères de la femme de l'ambassadeur. Elle me disait toujours qu'ils avaient l'immunité diplomatique, qu'elle était la femme de l'ambassadeur, que si j'obéissais pas, elle pouvait me tirer dessus et que rien ne pourrait lui arriver. Pourquoi rien ? Je ne sais pas, elle disait qu'on ne pouvait rien faire aux diplomates et que personne ne pouvait venir dans leur maison les interroger. Pour obtenir réparation, Victorine et Louis Cid ont rendez-vous avec l'avocat de l'ambassadeur. Nous les suivons en caméra cachée. Face à l'immunité du diplomate, la partie s'annonce difficile. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Monsieur Cid, bienvenue. Enchanté. Prenez place, s'il vous plaît. L'avocat nous reçoit dans la salle de réunion avec l'un de ses collègues. Monsieur connaît aussi. Quant à nous, officiellement, nous sommes là pour aider à la traduction. Bien. Vous dites en vérité que Mme Okurosa a travaillé toujours quand elle n'a pas dormi. Pendant 10 mois, 17 heures chaque jour, 7 jours par semaine. J'ai vraiment problème à croire à ces 17 heures chaque jour pendant... Non, 18, excusez-moi, 18. Alors, elle a seulement dormi 6 heures. Pour moi, ce n'est pas vraiment très probable que quelqu'un puisse faire ça. Très probablement, Mme Okurosa n'a pas travaillé plus que ces 8 heures ou 9 heures qu'on avait mis d'accord en écrit. Il y a bien des témoignages dans la mission qui savent très bien combien travaille un chauffeur, combien il travaille en domestique.
Vous me croyez si je vous dis que je travaillais de 6 h du matin à 3 h du matin? Je faisais ça. J'ai supporté tout ça. Je n'avais que 2 heures de repos par semaine. Et il a fallu que je me mette à genoux pour avoir ces 2 heures par semaine. Silence gêné, puis l'avocat tente de reprendre les choses en main. On a l'intérêt de mettre fin à cette affaire. Hein. Et pour ça, c'est, je pense, de ma part, qu'une proposition doit venir pour régler cette affaire. Et la proposition, ça serait de mettre en main de Mme Okwosa une somme de 25 000 francs bruts. 25 000 francs suisses, c'est-à-dire 15 000 €, à peu près l'équivalent du salaire minimum en Suisse. Mais pour Louis Cid, c'est insuffisant, alors il menace de porter plainte contre l'ambassadeur. Ici, nous sommes en face à un contrat usurier. C'est des pénal, l'usure. Alors, monsieur l'ambassadeur, il court le risque. Parce que je vais demander l'Office dehors des Nations Unies. Je vais demander de le nommer persona non grata. Moi, j'aime pas du tout ce ton. J'aime bien trouver un ton avec respect. Pour moi, c'est aussi un signe d'éducation. Hein? Louis Cid a touché un point sensible. S'il porte plainte, l'ambassadeur a beau avoir l'immunité, l'affaire risque de l'éclabousser et pourrait même lui coûter sa place aux Nations Unies. Alors, une proposition de votre part, M. Cid. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce que je fais comme proposition, c'est très clair. 2 salaires. Je laisse tomber le reste des heures supplémentaires, on laisse tomber les dimanches, on laisse tomber les jours fériés, on laisse tout tomber. 10 mois de salaire double. Si on reconnaît 16 heures de travail, automatiquement on reconnaît ces 2 salaires. Multiplié par 10, 5 000 multiplié par 10, ça fait combien? Aidez-moi. 50 000, 50 000. Voilà. 50 000 francs suisses, 30 000 €, c'est 2 fois plus que la proposition de l'avocat. Là, demain, je signe. Demain. Je m'imagine. Je peux imaginer, oui. Voilà, monsieur. Vous êtes organisé avec taxi? Oui, monsieur. Oui, c'est bon, on fait. Merci beaucoup. Merci à vous. La réunion a été tendue, mais les choses sont claires. La balle est maintenant dans le camp de l'ambassadeur. En attendant, Victorine aimerait bien récupérer ses affaires. Quand elle s'est enfuie il y a 2 mois, elle a laissé l'essentiel de sa garde-robe dans la maison de ses employeurs. Nous y retournons avec elle en caméra cachée. Elle a peur de se retrouver face à face avec la femme de l'ambassadeur. Ça va être stressant pour moi. Elle n'a pas de respect pour les autres, elle traite les gens n'importe comment. Elle pourrait crier, je ne sais pas, me mettre dehors. C'est l'intendante qui lui ouvre. Elle lui demande de ne pas rester là. So I won't take my things? That I won't take my things? That he's shouting. That I should not enter. So I won't take my things. I should be naked. Yes? Soudain, la femme de l'ambassadeur ouvre la porte. I want to collect my clothes. That's why I came. Please, I'm very sorry. I don't know what you removed or your things you removed or your things you left. I don't know. So after 2 months coming back to a residence of an ambassador to say you want to come in and take your things, I don't know. So please, it is better to write the way you have written to me. Write officially that to the mission. Please, write to the mission. So I can't pick my things. That's Not what that you're you saying. can go through the process now. What I'm trying to explain to you is that the process is that. Actually, madame, En fait, madame, je suis journaliste de France. J'essaie de savoir ce qui s'est passé entre elle et vous. Pouvez-vous m'en parler? No, that's okay. Could you tell me Juste pour comprendre. This is a diplomatic house. You know, we're not supposed to have this forum in my... On peut aller dehors si vous voulez.
You know what? There's no room for that now. La conversation tourne court. Nous sommes priés de quitter les lieux. I would like to tell you something. If you like Victory, will you why you miss the it? Dans ce combat inégal contre les diplomates, les victimes doivent s'armer de patience. Les tractations avec les ambassades durent souvent plusieurs années. En attendant, Louis Cid a obtenu du gouvernement suisse cet appartement où il peut loger d'anciennes domestiques. Ça va? Ça va bien. Depuis qu'elle s'est enfuie, Victorine vit ici. Elle partage ce petit 3 pièces avec 4 autres femmes qui, elles aussi, ont échappé à leur employeur. C'est dans cette chambre que je vis avec 2 autres filles. Les femmes ont recréé ici leur univers. Certes, elles sont un peu les unes sur les autres, mais Victorine peut enfin souffler. Au moins, je me sens un être humain ici. Je peux parler avec les gens, je peux aller et venir. Ça va mieux. Elle espère maintenant régler son litige au plus vite pour rentrer chez elle, retrouver son mari et ses enfants. Ici, chaque femme a une histoire douloureuse à raconter. Il y a 5 ans, par exemple, Digne, une Philippine, a failli mourir quand elle a fui le domicile où elle était séquestrée par sa patronne. Elle m'a dit, si tu veux partir, tu n'as qu'à utiliser la fenêtre. Je lui ai dit, si je saute par la fenêtre, je vais me tuer. Je ne pourrai pas rentrer aux Philippines. Elle m'a dit, ok. Si tu meurs, je ramènerai ton corps. Je le donnerai en cadeau à ta mère. Ce soir-là, elle s'est effectivement enfuie par la fenêtre, mais la corde a lâché à 10 mètres du sol. Elle a failli se briser la colonne vertébrale. Depuis, j'ai des problèmes de bassin. Je suis obligée de porter des chaussures à semelles compensées. Vous voyez, 1,5 cm de différence. Et vous devez les porter tout le temps? Je ne peux pas rester debout plus de 3 heures, sinon j'ai trop mal. 2 mois se sont écoulés depuis notre visite à l'appartement. Victorine n'a toujours pas obtenu les indemnités qu'elle attend. Mais grâce à son combat et à celui des autres domestiques, certains diplomates ne se sentent plus tout à fait intouchables. Une seule fois en France, cette protection absolue des diplomates a été brisée grâce à la mobilisation de l'opinion publique. C'était en 1996 à Menton, près de Nice. 2 enfants, Ronald, 13 ans, et Raphaël, 12 ans, meurent écrasés par un chauffard sur un passage piéton. Au volant, l'ambassadeur du Zaïre, Ramazani Baya. Il roulait à 120 km/h, 4 fois la vitesse autorisée. Pour toute sanction, il est simplement rappelé dans son pays. Nous avons retrouvé l'homme qui, à l'époque, s'est battu sans répit pour lever l'immunité diplomatique de l'ambassadeur. C'est le père de Raphaël, l'un des 2 enfants décédés. Aurore, où tu es, ma chérie? Ça y est, t'as fini de préparer ton cheval, là? Patrick Lenoir habite aujourd'hui près de Montpellier, où il dirige un centre équestre. Il y a reconstruit sa vie avec sa fille Aurore, 13 ans. Il se souvient du sentiment qu'il a envahi 9 ans plus tôt, quand il a appris que le responsable de la mort de son fils était intouchable. C'est la colère, l'incompréhension. Je me dis, attendez, à partir du moment que vous commettez une erreur grave, parce que c'était quand même grave, renverser 2 enfants sur un passage pour piétons, bon, c'est une peine, c'est une faute qui est sanctionnable. C'est complètement inadmissible qu'on puisse passer à travers la loi dans ce genre d'événement. C'est pas possible. Pour la mémoire de Raphaël,
Patrick Lenoir va tout faire pour que l'ambassadeur soit jugé en France. C'était pour moi une façon de lui rendre un dernier hommage, quoi. Lui dire, bon, il t'est arrivé ça, t'es plus là, mais au moins la personne par laquelle c'est arrivé, au moins a été jugée, il s'est passé quelque chose, quoi. Hein? Il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai que c'était important pour moi, c'était capital. Hein. Pour obtenir un procès, il n'y a qu'un seul moyen, que le Zaïre accepte de lever l'immunité de son ambassadeur. Et pour ça, Patrick Lenoir va inlassablement mobiliser la presse et l'opinion publique. Vous voyez, pour qu'on continue à ne pas oublier, j'avais fait plein de trucs pour que les gens continuent à se mobiliser. Son obstination va payer. L'indignation gagne bientôt les rangs de l'Assemblée nationale. Interpellé par les députés, le ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, est contraint de s'engager publiquement à faire pression sur le Zaïre. Nous avons demandé que les autorités zaïroises lèvent l'immunité diplomatique et nous serons évidemment dans notre démarche extrêmement pressants car il s'agit d'une question de justice et de respect des familles. Je vous ai tout dit, mesdames et messieurs les députés. Aujourd'hui encore, Hervé de Charette se souvient des efforts qu'il a dû déployer auprès du Zaïre pour régler le problème. Nous n'avions pas de moyen de pression juridique, mais nous avions un moyen de pression diplomatique. Il se trouve que nous donnons des crédits à ce pays, que nous prenons des décisions positives pour ce pays. On a quand même des moyens d'intervenir. Alors, ce n'est pas du chantage, mais simplement, on a le moyen de s'exprimer. On peut appeler l'ambassadeur, le ministre au téléphone. Notre ambassadeur sur place peut aller voir ses interlocuteurs habituels. On peut faire valoir des choses. Il faudra 2 mois de bras de fer diplomatiques pour que le président du Zaïre, Mobutu, finisse par céder. Il autorise son ambassadeur à revenir en France pour y être jugé. Vous avez pris la décision de revenir en France. Écoutez, j'avais dit au lendemain du jour où l'accident s'est produit que j'étais disposé à revenir en France pour me présenter devant la justice française. Je suis rentré dans mon pays et je reviens aujourd'hui de mon propre gré. Un retour qui, selon maître Gilbert Collard, l'avocat de la famille d'une des victimes, a été négocié au plus haut niveau de l'État français. On a obtenu que la diplomatie française s'en mêle, que le chef de l'État s'en mêle. Vous voulez dire que vous avez presque contraint Jacques Chirac à intervenir et à faire pression sur Mobutu? Ça serait prétentieux de ma part de le dire, mais on a été tout un groupe à travailler en ce sens, et je crois que c'est ce qu'on a obtenu. C'est-à-dire que Jacques Chirac a fait pression directement, d'après vos informations, sur Mobutu? Ah mais c'est clair. Enfin pour moi c'est clair. Au procès, Ramazani Bahia sera condamné à 2 ans de prison avec sursis et 56 000 francs d'amende. Une sentence qui apparaît légère aujourd'hui, mais qui était conforme aux condamnations de l'époque. Depuis, l'ancien ambassadeur est rentré dans son pays. C'est là-bas que nous l'avons retrouvé. Après quelques hésitations, il a accepté notre demande d'interview. Direction Kinshasa, en Afrique centrale. Sur les bords du fleuve Congo, voici la capitale de l'ancien Zaïre, aujourd'hui baptisée République démocratique du Congo. Le drame de Menton n'a pas nui à la carrière de Ramazani Bahia. Le voici aujourd'hui entouré de caméras au cours d'une conférence de presse. Car il y a 1 an et demi, il a été nommé ministre des Affaires étrangères de son pays. Ce jour-là, il reçoit le ministre belge de la coopération. Malgré un agenda serré, il prend le temps de nous recevoir pour s'expliquer sur cette affaire. 9 ans après les faits, lui aussi considère que son procès était une nécessité. Pas seulement pour les familles, mais pour moi-même aussi. Pas pour avoir la conscience tranquille. Aujourd'hui, près de 10 ans après, c'est quelque chose qui me ronge toujours. Mais au moins, je sais que je suis passé devant le juge, devant les familles, qui ont dit ce qu'elles avaient à dire, qui ont estimé aussi quelque part, parce qu'on n'est jamais satisfait, que ce n'était pas ça, qu'il fallait absolument que je sois envoyé en prison. Ça aurait été difficile que j'aille en prison, mais au moins, il y a un soulagement pour les familles de savoir que j'ai été jugé.
Vous auriez été prêt à aller en prison si vous aviez été condamné à de la prison ferme en France? Ça aurait été possible? Écoutez, si je suis rentré, c'est que j'étais prêt à assumer totalement les conséquences de l'acte que j'avais posé. En acceptant d'être jugé, Ramazani Bahia s'est comporté de façon irréprochable. Mais nous avons découvert qu'à la même époque, il avait fait jouer son immunité dans une autre affaire. Sassia Msalem l'a rencontré 6 ans avant l'accident de Menton. Depuis, elle se bat pour récupérer des loyers qu'il lui doit et qu'il n'a jamais payés. Toutes ces procédures judiciaires ont échoué. Voilà, donc le tribunal a rejeté ma demande, dit qu'en signant le contrat de bail le 18 mai 90, monsieur et madame Ramazani Bahia bénéficiaient de l'immunité diplomatique. Donc, et à ce moment-là, déboute madame Msalem de sa demande. Donc c'est à cause de l'immunité que finalement... Ah oui, pour le tribunal, c'est à cause de l'immunité diplomatique. Donc le tribunal reconnaît les choses, mais se déclare incompétent. Voici la maison que madame Msalem louait à l'ambassadeur au prix de 21 000 francs par mois. À Clamart, près de Paris, c'est une belle demeure bourgeoise de 800 mètres carrés avec garage et piscine. En partant, l'ambassadeur lui a laissé une ardoise de 70 000 €. Il m'a dit, mais madame Msalem, ne faites pas cette tête, parce que vous savez, si j'avais voulu rester 10 ans sans vous payer, je serais resté 10 ans. Nous avons donc encore une petite question à poser à monsieur le ministre. Vous avez accepté la levée de l'immunité diplomatique dans le cas de l'accident. Et par ailleurs, vous vous protégez derrière l'immunité pour des paiements de loyer impayés dans votre maison de Clamart. Oui, non, je ne me suis pas abrité derrière l'immunité diplomatique. D'abord, j'aimerais vous dire qu'un ambassadeur envoyé à l'extérieur ne paye pas des loyers, c'est son pays qui paye les loyers. Donc c'est une confusion étrange que de dire l'ambassade n'a pas payé son loyer. C'est le gouvernement qui paye les loyers. Mais le bail était à votre nom. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça peut être au nom de l'ambassadeur, ça peut être au nom de l'ambassade, au nom de la République. Mais là, c'était en votre nom. Oui, mais un ambassadeur qui est en mission à l'extérieur, c'est le cas aussi ici. Nous avons beaucoup d'ambassadeurs et nous avons beaucoup qui ont des problèmes de loyer. Mais ce n'est pas l'ambassadeur, c'est son pays. Ça fait combien de temps maintenant que vous attendez votre argent là? Eh ben, depuis, bon, si je pars du procès, ça fait 10 ans, 11 ans. C'est une créance qui est due à Mme Msalem, et je crois d'ailleurs qu'elle a été payée, ça il faudrait vérifier. Non, elle n'a pas été payée d'après nos informations. Non, il faut voir au niveau du ministère du Budget, c'est une des préoccupations que nous avons dès que nous sommes arrivés ici. Parce qu'en tout cas, à l'heure actuelle, elle n'a pas encore été payée. Hein. Écoutez, laissez-moi vérifier avec les finances. Le ministre appelle alors devant nous son collègue des finances. Alex, comment vas-tu? Écoute, je suis un peu embêté là de te déranger pour 2 secondes pour ta réunion. Je suis avec des journalistes de Canal+, qui sont venus me demander des questions sur l'immunité diplomatique. En fait, ils voulaient savoir si les arriérés de Mme Msalem ont été payés ou pas. Ils considèrent que je m'étais abrité derrière l'immunité diplomatique pour ne pas payer. C'est payé, tu es sûr? Toi, tu as... Ça a été liquidé. D'accord, merci bien. OK. D'accord, donc ça va être payé en tout cas. Écoutez, il me dit qu'à son niveau, il a donné les instructions. Maintenant, il faut voir au niveau de la Banque centrale. Mais c'est une question de jours. 1 mois et demi après l'interview du ministre, quand nous terminons ce reportage, Mme Msalem n'a toujours pas été payée. Les diplomates sont protégés, mais aussi leurs conjoints et leurs enfants, et cela pose parfois quelques problèmes. Pendant plus de 2 ans, un fils de diplomate en a profité pour agresser et voler en toute impunité. Champs-sur-Marne, en banlieue parisienne. Dans cette cité, le fils d'un employé de l'ambassade du Tchad a longtemps joué les terreurs. L'été dernier, l'une de ses victimes, Stéphane, un étudiant, a eu affaire à lui un soir en rentrant dans son immeuble. Donc
Donc je m'apprêtais à ouvrir ma porte et j'ai senti quelqu'un s'approcher de moi. J'étais plaqué contre la porte, je me suis retrouvé à plat ventre, comme ceci là. Il me disait allez lâche, 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 lâche. Apparemment il voulait me prendre la sacoche. Il voulait vous voler votre ordinateur portable. Voilà. Et à ce moment-là, c'est là mon camarade, il a ouvert la fenêtre et il dit arrêtez, je vais appeler la police. L'agresseur s'enfuit, mais les policiers le retrouvent avant de devoir le relâcher 1 heure plus tard, immunité oblige. Stéphane a donc porté plainte, pour rien. J'ai été plutôt effondré. Heureusement qu'il ne m'a rien volé. S'il m'avait volé, je ne pouvais même pas récupérer mes affaires. Ah oui? C'est ce qu'ils m'ont dit, les policiers. Ils vous ont dit ça? Ouais, ça aurait été chez lui et point final. Ce genre de délit, l'agresseur de Stéphane les collectionne depuis l'âge de 17 ans. Drogue, vol, violence, la police l'a interpellé 7 fois et l'a relâché 7 fois. Parmi ces terrains de jeu, il y a cette grande surface juste derrière la cité. La direction du magasin n'a pas souhaité nous parler. Mais les agents de sécurité connaissent bien le fils du diplomate. C'était pas un violent, mais c'était ouais, il volait dans le magasin. Hein. Il piquait. Hein, il piquait quoi? De l'alcool. Tous les jeunes ici, c'est que de l'alcool. Vous voyez comment il faisait là, derrière les caisses, comme il gueulait. C'était comme si chien touchable. C'était presque ça. Hein. Qu'est-ce qu'il disait exactement quand on lui dit... fait enculer, ouais, il ne me touche pas. Et mes agents, s'ils en avaient marre, parce que ça ne sert à rien d'appeler les flics. Hein. On appelle les flics, il faut attendre qu'ils soient disponibles. En ce temps, ils gueulent dans les oreilles. Bande de PD, vous n'avez que ça à faire. Il n'y a que ça comme boulot, vous êtes des abrutis. Bon, il essaie parce qu'il savait qu'on ne peut pas le toucher. Hein. Intouchable jusqu'à ce que son papa rentre au Tchad l'été dernier. Le jeune homme n'a plus l'immunité, mais il commet une nouvelle agression. Cette fois, le tribunal ne le rate pas. Il est condamné à 1 mois de prison ferme. Vous le connaissez? 6 mois plus tard, nous l'avons retrouvé sur un terrain vague avec ses amis. C'était sympa d'avoir l'immunité. C'était sympa. Est-ce que c'est à cause de ça que tu t'es dit, bon, bah, je peux continuer, de toute façon j'ai l'immunité? C'est ça, justement, je la voulais plus. Tu voulais plus l'immunité? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que c'est des problèmes. Pourquoi c'est des problèmes? Pour mes parents. Pourquoi? Ah, pour tes parents? Ouais. Ils ont eu des problèmes? Non, pas de vrais problèmes, mais bon. C'est-à-dire ils ont eu des problèmes, ils ont été rappelés à l'ordre? Ouais, par l'ambassade? Voilà, ouais. Ils ont dit qu'il fallait que lui me retraite. Ouais, c'est l'ambassade qui lui a dit ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ça t'a posé un souci. Ouais. Les frasques du jeune homme sont donc remontées jusqu'à l'ambassade du Tchad. L'un de ses représentants a en effet été convoqué par le ministère français des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. La France a-t-elle fait pression pour que le père du délinquant soit rappelé au Tchad? Le Quai d'Orsay n'a pas voulu nous répondre. Il faut dire que dans ces affaires d'immunité, les autorités françaises ne jouent pas toujours un rôle très clair. 24 septembre 2004, il est 2 h du matin sur les Champs-Élysées, quand soudain, une Porsche noire déboule à 140 km/h en brûlant tous les feux. Au volant, passablement alcoolisé, Hannibal Kadhafi, le fils cadet du président de la Libye. Après une course-poursuite, la police l'interpelle. La suite, c'est Philippe Lavenu du syndicat policier Alliance qui nous la raconte. Alors l'interception du véhicule se passe à peu près là. Hein. Nos collègues cernent le véhicule Porsche et demandent aux passagers du véhicule, ils sont 2 à l'intérieur, leur demandent de sortir, ce qu'ils ne font pas tout de suite. Nos collègues s'aperçoivent aussi très rapidement que 2 véhicules sont stationnés à proximité. Ce sont les voitures des gardes du corps. Ils sortent et agressent les policiers. Échange de coups, des coups de poing, des coups de pied, dégradation de matériel. Et là-dessus, on a quand même un collègue qui prend 10 jours d'arrêt de travail parce qu'il a pris des coups. Quoi. Bon. L'affaire se corse encore quand Hannibal donne son identité. La police alerte alors la permanence de nuit du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay répond qu'effectivement, il s'agit bien du fils de Kadhafi, il bénéficie bien d'une immunité diplomatique d'après le Quai d'Orsay, donc nos collègues ne peuvent pas l'interpeller, aucune mesure coercitive, malgré les coups échangés, malgré sa conduite sous l'empire d'un état alcoolique et tous les risques qu'il a pu prendre, et il est relâché, ni plus ni moins. Pourtant, Hannibal Kadhafi n'était pas en mission diplomatique, mais en vacances. Il ne bénéficiait donc d'aucune immunité.
le Quai d'Orsay a-t-il délibérément menti à la police? Malgré nos demandes d'interview, le ministère refuse de nous recevoir. Nous décidons de nous inviter à son point de presse. 2 fois par semaine, les porte-paroles du Quai d'Orsay communiquent sur la politique étrangère de la France. Au menu ce matin-là, des attaques du Hezbollah au Liban, la création d'une association franco-israélienne ou encore les relations entre la Norvège et l'Union européenne. Mais nous allons bousculer un peu l'ordre du jour. Oui, pardon, je ne sais plus qui avait demandé la parole quand. Oui, bonjour. Eric Léniche, Canal+, on prépare un sujet sur l'immunité diplomatique. En septembre 2004, le fils de Kadhafi avait été arrêté sur les Champs-Élysées. Il avait été relâché en raison de son immunité diplomatique, mais d'après nos informations, il n'était pas du tout accrédité au Quai d'Orsay. Comment est-ce que c'est possible? Enfin, l'expression correcte n'est pas accrédité au Quai d'Orsay, c'est-à-dire que l'immunité diplomatique s'applique au personnel diplomatique qui sont en mission en France et s'applique également aux personnes qui effectuent une mission officielle en France. C'était le cas du fils de Kadhafi? Alors, à ma connaissance, ça n'était pas le cas du fils Kadhafi, donc il ne bénéficiait pas d'immunité diplomatique et nous avons fait part aux autorités libyennes de notre mécontentement pour le comportement précisément de monsieur Hannibal Kadhafi. Et pourquoi a-t-il été relâché alors? Ça, je ne sais pas, à l'époque, je ne sais pas quelle est la raison. D'après la police, c'est le Quai d'Orsay qui lui a demandé de lâcher la permanence du Quai d'Orsay. Je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais enfin, je vous donne une réponse à votre question. Mais ce que le porte-parole ne nous dit pas, c'est que 10 jours après l'incident des Champs-Élysées, le ministre français des Affaires étrangères, Michel Barnier, rencontrait le président libyen Moammar Kadhafi à Tripoli. Une grande réconciliation après 15 ans de brouille entre les deux pays, qu'il ne fallait surtout pas gâcher. Le fils Kadhafi a donc sans doute profité de la raison d'État. Mais une fois passée la rencontre au sommet, il n'aura pas de seconde chance. 5 mois plus tard, la police l'interpelle dans ce palace parisien pour des violences sur sa compagne. Cette fois, il est condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il a fait appel. L'immunité diplomatique est tellement efficace qu'elle a fini par intéresser des personnages au profil sulfureux. Parmi eux, Pierre Falcon, un homme d'affaires français devenu millionnaire. Depuis 5 ans, il est poursuivi pour trafic d'armes et fraude fiscale. La justice lui avait interdit de sortir du pays et pourtant, il a réussi à quitter la France le plus légalement du monde après avoir été nommé diplomate. C'est l'Angola, le pays à qui il a vendu des armes, qu'il a désigné comme l'un de ses représentants à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont le siège est à Paris. En devenant diplomate, Pierre Falcon est devenu intouchable. Mais joue-t-il vraiment un rôle au sein de l'institution? Nous décidons d'aller frapper à la porte de son supérieur hiérarchique, l'ambassadeur de l'Angola auprès de l'UNESCO. Monsieur l'ambassadeur. Pour le rencontrer, nous prétextons un reportage d'ordre général sur l'UNESCO. Notre question sur Pierre Falcon le prend un peu au dépourvu. Du coup, il va nous dire la vérité. On prépare un sujet sur l'UNESCO. Oui. Quel rôle joue dans votre délégation monsieur Falcon? Bien, moi je dirais que si vous le trouvez, certainement vous pouvez lui demander. Mais il n'est pas en France, donc on ne peut pas lui poser la question. Mais quel rôle il joue chez vous? Moi je pense que non, il ne joue aucun rôle. Ah bon? Oui. Alors il sert à quoi alors? Pourquoi il a été nommé? Bien, moi je pense que chaque pays est souverain, mais au niveau de la réorganisation qu'on a fait, je pense que le rôle, ce n'est pas individuel. C'est quoi son rôle alors? S'il n'est pas individuel, c'est quoi? Le rôle qui joue un individu dans un groupe, ça dépend aussi des fonctions qu'il exerce dans ce groupe. Oui, mais quelle fonction alors il exerce?
Oui, il avait été nommé ministre conseiller, mais pour le moment, je pense qu'il est encore dans d'autres missions. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a jamais travaillé ici, à l'UNESCO. Jamais depuis qu'il a été nommé. Moi, je ne le connais pas. Ah oui. Moi, je ne le connais pas. Un diplomate fantôme au sein de l'UNESCO. Depuis 2 ans, cette affaire mine la réputation de l'institution. Ce soir, elle fête ses 60 ans. Son directeur général, le japonais Koichiro Matsuura, a préparé un petit discours. Sur l'affaire Falcon, il n'a jamais voulu s'exprimer publiquement. C'est donc le moment d'aller l'embêter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Les affaires comme Falcon ou des gens comme ça qui sont recherchés par la justice française et qui sont protégés par l'immunité diplomatique de l'UNESCO. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui s'est passé au-delà de la connaissance de l'UNESCO, au-delà de ma connaissance. On est arrivé à découvrir ce qui s'est passé après. Mais maintenant, vous le savez, vous pourriez lever l'immunité diplomatique de M. Falcon? Ça dépend du gouvernement français. Ça ne dépend pas de l'UNESCO. Selon l'UNESCO, le gouvernement français serait donc responsable de cette situation. Nous interrogeons à nouveau le Quai d'Orsay. Cette fois, après l'épisode du point de presse, nous obtenons un rendez-vous avec le porte-parole dans son bureau. Il contredit la version de l'UNESCO. Selon lui, la France ne pouvait rien faire pour empêcher la nomination de Pierre Falcon. Nous n'avions pas, en tant qu'autorité française, les moyens de nous opposer à ça. Donc ça veut dire que c'est une formule imparable. Si on est poursuivi pour meurtre ou pour viol, on peut faire la même chose. On peut trouver un pays qui voudra bien nous nommer à l'UNESCO et hop, on s'en va. Vous n'avez pas de moyen de vous y opposer. Enfin, tout dépend. Non, mais je veux dire, encore une fois, si c'est une accréditation directement auprès de la France, là, il y a tout un mécanisme d'agrément. Non, mais là, je vous parle dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. De l'UNESCO. Le cas précis de l'UNESCO. Là-dessus, j'ai pas d'autres commentaires là-dessus. Donc ça veut dire que j'ai raison. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui serait poursuivi pour meurtre ou pour viol pourrait aussi bénéficier... Ça, c'est l'organisation elle-même qui, à ce moment-là, peut éventuellement réagir. L'UNESCO me dit non. L'UNESCO me dit qu'ils ne peuvent pas non plus. Alors donc ça veut dire que personne ne peut. Cela semble incroyable, mais personne en effet ne peut empêcher la nomination d'un diplomate à l'UNESCO. Si un pays décidait un jour d'y nommer un criminel ou un terroriste, rien ne pourrait l'en empêcher. Même en cas de soupçon de crime contre l'humanité, la justice est impuissante. Il y a 2 ans, le chef de la police congolaise, Jean-François Ndengue, est soupçonné d'être impliqué dans des centaines de disparitions au Congo. Au cours d'une visite en France, il est arrêté par les gendarmes, puis relâché en raison de son immunité diplomatique. Combien de diplomates en France échappent ainsi chaque année à la justice? Seul le Quai d'Orsay connaît la réponse. Mais sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, il a choisi la discrétion. Diplomatie oblige. Thank you.